Nous en venons à des amendements identiques, dont l'amendement 515 de la Commission des finances. Monsieur le rapporteur général. Je propose, Monsieur le Président, que Madame Berger, qui est auteure de l'amendement qui a été adopté à la Commission, le défende. Merci, monsieur le rapporteur. Madame Berger. Oui, cet amendement a été adopté par la Commission des finances car il propose de faire en sorte que le mécanisme d'IFER qui a été prévu pour les canalisations qui traversent des communes et qui transportent des produits gazeux amène une rétribution à ces communes qui prennent un risque. L'amendement fait en sorte que lorsque le produit qui traverse la commune n'est pas du gaz mais du produit chimique, les communes bénéficient de la même compensation pour le risque qui est pris par ces communes. Tout simplement, si vous avez dans vos sous-sols des conduites de gaz dangereuses pour vos habitants, vous avez droit à une rétribution pour le risque que vous prenez. Si vous avez des produits chimiques, à ce stade, vous n'avez droit à aucune rétribution. Donc l'amendement qui a été adopté par la Commission des finances vise à faire en sorte que quand vous avez du produit chimique qui traverse vos sous-sols, vous ayez aussi droit à une contribution de la part de l'entreprise qui utilise les sous-sols de la commune. Merci, Madame Berger. L'amendement identique, le 282, Monsieur Giraud. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, pour revenir sur ce que vient très bien de dire ma collègue Karine Berger, depuis 2011, donc les exploitants de réseaux de transport de gaz naturel, d'hydrocarbures, doivent s'acquitter sur les territoires traversés de la fameuse IFER, l'indemnité forfaitaire sur les entreprises de réseau, pour compenser des contraintes qui sont réelles. Il s'agit de protection de zones habitées ou de protection contre les crues à la charge des communes, d'interdiction de construction nouvelle. Et ces canalisations, effectivement, sont exclues du dispositif alors que les contraintes sont rigoureusement identiques. Alors, c'est une erreur qui a été réparée s'agissant de la redevance pour l'occupation du domaine public depuis le 1er janvier 2012, mais l'harmonisation de la réglementation a eu lieu, mais pas celle de la loi s'agissant de l'IFER. C'est un amendement qui avait déjà été déposé dans le cadre d'ailleurs du PLF 2012. À l'époque, il avait eu l'avis favorable à la fois du rapporteur et de la Commission, et le gouvernement s'y était opposé. Donc nous espérons fort qu'aujourd'hui, fort d'avis favorable certainement du rapporteur et de la Commission, le gouvernement, cette fois, puisse nous autoriser à revenir à plus d'équité sur ces territoires. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Giraud. Donc j'ai compris que la Commission était favorable puisqu'elle l'a adopté. Et donc, quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre? Défavorable. Défavorable. Je soumets donc au vote cet amendement de la Commission avec un avis défavorable du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté. Nous en venons à des amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Le 775. Madame Descamps-Cronier, 775. Il est défendu? Il est défendu. Merci. Alors, le 777, qui est aussi en discussion commune, c'est encore vous, Madame Descamps-Cronier. Oui, pardon, Monsieur le Président. Oui, il s'agit effectivement d'un article additionnel qui permet effectivement, suite à la mise en place d'une tarification incitative par la loi Grenelle, et qui vise à améliorer les performances de tri des ménages et à les inciter à la réduction de volume de déchets. Donc, pour établir la part incitative, l'article 1522 bis du CGI précise que celle-ci est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable par un tarif par unité de quantité de déchets produits. Et donc, cette définition correspond bien à l'esprit souhaité par le législateur en matière d'incitation. L'important, c'est effectivement que l'usager paye pour la fraction incitative de la TOM en fonction de la quantité de produits, de déchets produits. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Madame Descamps-Cronier. L'amendement 606, qui est aussi en discussion commune, n'est pas défendu. Donc, sur les deux amendements 775 et 777, l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, ces amendements proposent de traiter de la question de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dite incitative, qui est un dispositif qui, pour l'instant, n'est quasiment pas utilisé par les collectivités. Je crois, à ma connaissance, une seule en France l'a mise en place. Avranches, pardon. Bon,
nos collègues proposent d'introduire des tarifs différenciés en fonction des conditions de réalisation du service. Bon, l'intention de l'amendement mériterait d'être clarifiée, parce que la formulation en fonction des conditions de réalisation du service pose un certain nombre de problèmes et ouvre la porte à de très nombreux contentieux, notamment au risque de rupture d'égalité s'il s'agissait d'imposer différemment les contribuables produisant les mêmes quantités de déchets, par exemple en fonction de l'éloignement de leur maison, et je ne suis pas sûr que ceci puisse être conforme à l'usage et pour ne pas dire aux règles constitutionnelles. Pour cette raison, je suis défavorable aux deux amendements 775 et 777. J'aurais par contre été favorable à l'amendement 776 qui en fait a été jugé irrecevable faute de gage, je crois, qui lui prévoyait pour la première année pour les constructions neuves d'avoir une part incitative égale à 0. Donc j'invite nos collègues à premièrement retravailler pour la seconde lecture le dernier point que je viens d'évoquer. Je crois qu'il pourrait recevoir l'assentiment du rapporteur à coup sûr, je crois savoir aussi du gouvernement. Et sur le premier, je crois qu'il faut retravailler une écriture qui permette d'être fonctionnelle et conforme au droit. Donc j'invite plutôt au retrait, en laissant bien sûr la porte au travail sur quelque chose qui pourrait être correct et adoptable en seconde lecture. Madame Le Camp-Cronier, c'est retiré? Oui, il est retiré et on accepte effectivement l'idée de retravailler ces amendements. Merci. Donc c'est les deux qui sont retirés, hein, j'imagine. Donc nous en venons à l'amendement 149, Monsieur Goldberg. Il est retiré. Nous en venons à un amendement supposant de l'objet de sous-amendement, le 516 de la Commission des finances. Monsieur le rapporteur général. Je propose que Madame Pires-Beaune présente cet amendement. Et le sous-amendement. Et le sous-amendement qui va avec. Ok. La surtaxe donc sur les eaux minérales est définie dans le Code général des impôts. C'est une taxe qui existe depuis longtemps, qui est facultative et qui a vocation à le rester. Elle s'applique donc aux livraisons d'eau minérale effectuées sur le marché intérieur. Ça veut dire qu'elle n'est pas appliquée pour l'exportation. Son taux varie aujourd'hui entre 0 et 0,58 par hectolitre. Et lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires N-1 de la commune, le surplus est reversé au département. Dans le PLF 2012, le montant total de cette surtaxe au niveau national était de l'ordre de 19 millions d'euros, donc on est encore dans des montants très modestes. Mon amendement visait à réduire cette fourchette pour stabiliser les recettes des collectivités territoriales, certains comportements étant pour le moins douteux. Mais j'ai entendu les remarques de certains de mes collègues et le souhait du gouvernement de travailler d'ici la deuxième lecture avec les professionnels du secteur et les élus pour mettre en place un dispositif qui convienne au plus grand nombre et qui réponde à l'objectif. Aussi, et je sais que c'est assez inhabituel, Monsieur le rapporteur général et Monsieur le président de la Commission des finances, si vous me le permettez, puisque c'était un amendement qui avait été adopté par la Commission des finances, je souhaiterais que vous consentiez au retrait. Donc, alors, mais attendez, pour l'instant, si l'amendement est retiré, on ne va pas se lancer dans un grand débat. Monsieur le rapporteur général. C'est un amendement de la Commission, donc je souhaite effectivement avoir l'accord. Oui, c'est pour ça que je demande l'avis du rapporteur général. Non, mais cet amendement a fait l'objet d'un certain nombre de travaux, de réflexions. Et Madame Pires-Beaune a raison de dire que cette taxe est une taxe qui existe, qui est facultative. Et ce que faisait son amendement, c'était simplement de fixer une fourchette sur la taxe, mais toujours en laissant la possibilité aux collectivités de les instaurer ou non. Et cette fourchette, d'ailleurs, qui faisait l'objet du sous-amendement, a été fixée conformément pour ne pas bousculer des habitudes. Il existait déjà un plafond, je crois, à 0,58 et la fourchette était prévue de 0,40 à 0,60 par le sous-amendement. Donc ce n'était pas une révolution, mais il y a eu un certain nombre de réactions. Alors, non pas des grands groupes qui je crois, pratiquent correctement les choses, mais d'autres groupes, pas forcément tout petits d'ailleurs, pas toujours, qui utilisent des petites sources qui ont
voilà, qui ont souhaité peut-être que l'on puisse retravailler cette mesure. Donc, après en avoir discuté aussi avec le gouvernement, je crois qu'il est possible de retravailler quelque chose pour le PLFR, non pas en seconde lecture, puisque s'agissant d'un article additionnel, s'il disparaît, la règle de l'entonnoir nous empêchera de revenir sur cette question dans la LFI. Mais par contre, en LFR, on aura l'occasion, je crois, d'avoir un amendement qui aura été un peu travaillé, concerté, qui pourrait faire l'objet d'un consensus. Donc je comprends et suggère, en tant que représentant de la Commission, que je suivrai la proposition de Christine Pires-Beaune. Bien, donc l'amendement est retiré. Nous passons donc à des amendements identiques. L'amendement 605 qui n'est pas défendu. L'amendement 780 qui, je crois, n'est pas défendu. L'amendement 788... Excusez-moi. Est-ce que le 788 est défendu? Non, n'est pas défendu. Nous en venons à l'amendement 455, Monsieur Faure. Merci, Monsieur le Président. Dans la continuité de tout à l'heure, ce que je pouvais déjà dire sur les transports en Île-de-France, il est suggéré un amendement qui aurait donc pour vocation de permettre à la région Île-de-France une surtaxe sur les véhicules de 10 chevaux et plus. Alors, peut-être n'êtes-vous pas familier des chevaux fiscaux pour les voitures. Je me suis renseigné sur... Certains sont familiers avec les chevaux, mais pas forcément fiscaux. Je pensais à Monsieur Miard notamment. Et donc, je vous rends hommage. Et donc, je souhaitais simplement vous rappeler que les voitures familiales, par exemple, type espace, ne sont pas concernées, et que donc, il s'agit de véhicules de grosse cylindrée. En 2009, je veux rappeler aussi que sur 102 000 immatriculations, plus de 80% de ces immatriculations se sont faites sur des véhicules de marque étrangère, que donc il ne s'agirait pas de surtaxer des véhicules français achetés par nos concitoyens. Et donc, un taux additionnel sur les cartes grises de 50 € par chevaux supplémentaire permettrait de retrouver environ 50 millions d'euros par an. Cette nouvelle taxe permettrait, là encore, de participer au financement du plan de mobilisation pour donc satisfaire nos concitoyens sur les transports du quotidien. Voilà. Merci, Monsieur Faure. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Non, dans le même esprit que de ce qui a été évoqué tout à l'heure, à la fois pour les surtaxes aux taxes de séjour, pour les surversements de transport interstitiels ou pas, je crois que l'opportunité de créer une surtaxe sur les certificats d'immatriculation ne me paraît pas opportun et prématuré. Donc j'invite plutôt M. Faure à retirer cet amendement que la Commission n'a pas examiné, mais que, à titre personnel, pour lequel je me montrerai défavorable s'il ne le retirait pas. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Faure, votre amendement propose d'instituer au profit de la seule région Île-de-France une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation avec un tarif unitaire de 50 € par chevaux fiscaux. Le gouvernement ne peut partager la mesure que vous proposez pour plusieurs raisons. D'abord, en premier lieu, il s'agit d'un impôt supplémentaire qui frapperait une assez large gamme de véhicules. Votre taxe concernerait, au vu des chiffres des immatriculations de véhicules neufs en région Île-de-France en 2012, quasiment le tiers des immatriculations. Cette nouvelle imposition interviendrait dans un contexte dont vous savez qu'il est particulièrement difficile pour l'industrie automobile. La nouvelle taxe que vous proposez viendrait ajouter à d'autres mesures de hausse de la fiscalité des véhicules, hausse du malus automobile et aménagement de la taxe sur les véhicules de société, qui est une disposition dont vous savez qu'elle a été prise à l'occasion de nos débats antérieurs. Elle n'est pas de nature par ailleurs à favoriser la reprise des immatriculations, au moins sur le segment que vous visez. Par ailleurs, comme vous l'indiquez, cette nouvelle taxe frapperait très majoritairement les véhicules de marque étrangère. Dans ces conditions, votre proposition présenterait un risque contentieux important au plan communautaire. Enfin, je vous rappelle que dans le cadre du pacte de confiance et de responsabilité entre l'État et les collectivités territoriales, l'État s'est engagé à renforcer l'autonomie financière des régions et à renforcer le dynamisme de leurs ressources. Nous avons transféré aux régions, vous le savez, des recettes dynamiques, c'est-à-dire des frais de gestion attachés à un certain nombre de produits fiscaux locaux. Les régions ont vocation, par ailleurs, à bénéficier d'un panier supplémentaire
dans le cadre de la réforme de ressources, dans le cadre de la réforme de la taxe d'apprentissage. Au vu de ces éléments, Monsieur le député, je vous propose de retirer cet amendement. À défaut, je serai obligé de donner un avis défavorable. Alors, Monsieur Miard. Oui, une fois n'est pas coutume, effectivement, je m'étonne de cet amendement, mon cher collègue, et je ne peux qu'être d'accord avec le ministre, parce que la France a déjà été condamnée par la Cour de justice pour avoir essayé de taxer les gros cylindrés. Donc, voyez-vous, même Jacques Miard est capable de se rappeler de la jurisprudence de la Cour, et il y a véritablement là un problème qui serait discriminatoire, et nous tomberions directement sur la jurisprudence de la Cour qui a déjà sanctionné la France à ce titre. Merci, Monsieur Miard. Monsieur Faure. Écoutez, Monsieur le Président, quand j'entends Monsieur Miard invoquer la jurisprudence européenne, c'est vrai que, effectivement, je me sens dans la capacité de maintenir un amendement dans ces conditions-là. C'est un argument extrêmement convaincant. Je voudrais dire quand même au ministre qu'effectivement, il l'a compris. Il s'agit d'amendements d'appel, celui-là comme le précédent, et qu'il existe une inquiétude vive dans le pays qui est notamment liée à la suspension que j'espère provisoire de l'écotaxe. Et donc, cette inquiétude, d'ailleurs, dépasse très largement la région Île-de-France, et nombreux sont ceux qui, sur ces bancs, s'inquiètent de voir les contrats de plan État-région soit retardés, soit amodiés en raison du fait de cette suspension. Et donc, je veux simplement, en retirant cet amendement, vous demander de pouvoir poursuivre avec le gouvernement la discussion, notamment sur les moyens de financer les plans de mobilisation, et donc faire en sorte que nous ne prenions aucun retard en matière de transport dans notre pays. Merci, Monsieur Faure. Donc, l'amendement est retiré. Nous en venons à des amendements pour être soumis à une discussion commune, et nous commençons par des amendements identiques. Le 42, qui n'est pas défendu. Le 125, qui n'est pas défendu. Et le 644, Monsieur Alauzet. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement propose de permettre à toutes les communes de percevoir le même IFER, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'une commune accueillant un parc éolien et membre d'un SCPI à fiscalité unique ne le perçoit pas. Donc, il vise cet amendement à ce que la commune touche la même fiscalité, qu'elle soit ou non dans un EPCI. Les producteurs d'énergie éolienne versent annuellement donc aux collectivités locales cet impôt forfaitaire d'IFER depuis la suppression de la taxe professionnelle. La suppression des zones de développement éolien était nécessaire, mais elle a aussi affaibli l'engagement des maires. Le fait de permettre aux communes de toucher directement à l'IFER peut permettre de le renforcer. Si on a tant de retard en France sur le développement des énergies renouvelables, c'est parce qu'on a un moindre engagement à la fois des autorités locales, des communes, des élus en général, et des populations. Et il faut absolument qu'on mette en place tous ces dispositifs qui vont permettre aux populations locales de s'engager, et l'acceptabilité, le solaire, l'éolien, n'en sont que renforcés. Donc cet amendement va dans ce sens. Merci, Monsieur Alauzet. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. La Commission n'a pas souhaité retenir cet amendement. L'architecture de l'affectation des IFER vise à favoriser l'intercommunalité à fiscalité propre en obligeant le PCI à répercuter aux communes membres. On réduit cette incitation à néant. Actuellement, l'article 1609 quinquies C du Code général des impôts prévoit que le PCI peut verser une attribution de compensation, mais la règle reste que le PCI à fiscalité propre est affectataire de l'IFER éolien à 70%, 30% allant d'ailleurs au département. Et la Commission n'a pas souhaité modifier cette règle et propose de rejeter cet amendement s'il était maintenu. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, Monsieur le ministre, sur cet amendement 644. Même avis. Même avis. Je le soumets au vote. Quelles sont les options pour? Contre? Il n'est pas adopté. Nous en venons à l'amendement 387. Monsieur Guillet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Il s'agit d'assouplir le dispositif concernant l'élargissement inévitable des EPCI à fiscalité propre dans les mois qui viennent.
il y a un dispositif qui est actuellement en place qui prévoit que l'achèvement de la carte intercommunale doit se faire relativement rapidement. Or, il y a un certain nombre de contraintes, évidemment, et nous savons en particulier que dans le cadre de l'adhésion d'une commune ou d'une fusion de communautés d'agglomération, il faut déterminer les attributions de compensation et éventuellement réviser les attributions de compensation existantes pour les communes adhérant déjà à l'EPCI en question. Alors, un dispositif avait été voté en 2009 dans la loi de finances 2010 à l'initiative du Sénat qui concernait en l'occurrence uniquement la fusion des communautés d'agglomération existantes au 1er janvier 2010. En l'occurrence, ce dispositif paraît aujourd'hui insuffisant. Il permettait, en l'occurrence pour toutes les communautés d'agglomération ayant, avec les communes, déterminé un protocole financier, éventuellement un protocole financier et fiscal, de réviser ou de déterminer les attributions de compensation à la majorité qualifiée et non pas à l'unanimité comme ce qui est prévu pour l'ensemble du dispositif. Je crois que si on étendait aujourd'hui ce dispositif, cela permettrait évidemment de faciliter la mise en place plus rapide des EPCI à fiscalité propre, tel que le veut d'ailleurs le gouvernement. Merci. Monsieur Guillet, l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur. La Commission s'est montrée défavorable à votre amendement, mon cher collègue, puisque l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2012 prévoit la mise en œuvre obligatoire d'un protocole financier général pour les établissements publics de coopération intercommunale dont le régime fiscal issu de la fusion relève de l'article 1609 nonies grand C. Le grand A du cinquièmement du grand 5 du dit article est ainsi formulé. Le protocole financier définit les modalités de détermination des attributions de compensation, vous l'avez évoqué, les relations financières entre l'EPCI fusionné et les communes, les conditions de reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants, les formules d'amortissement de ces investissements et les procédures comptables. Ce protocole, désormais obligatoire, prend le relais d'un dispositif qui s'appliquait uniquement aux fusions de communautés d'agglo qui leur permettait de modifier les attributions de compensation préexistantes. Vous proposez par votre amendement de revenir sur un équilibre délicat qui a été trouvé l'an dernier sur les relations financières entre les EPCI et leurs communes membres, puisque vous souhaitez créer là un régime spécifique pour les seules modifications de périmètre intervenues à compter du 1er janvier 2014. Cela ne nous paraît pas opportun et la Commission a rejeté cet amendement. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Même avis. Je le soumets au vote. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il n'est pas adopté. Nous en venons à l'amendement 386, monsieur Guillet. Défendu. L'avis de la Commission. Même avis. L'avis du gouvernement. Même avis. Même vote. Merci. Nous en venons à l'amendement 6 qui n'est pas défendu, l'amendement 600 qui n'est pas défendu, l'amendement 783 qui n'est pas défendu, des amendements identiques, le 360. Monsieur Dufaux. Merci, Monsieur le Président. Le Code des collectivités territoriales et le Code des communes du tourisme, ont modifier les classements des stations. À l'heure actuelle, il y a des communes touristiques qui sont classées comme telles au niveau départemental et il y a celles qui ont un niveau d'exigence supérieur et qui devront être classées stations de tourisme. Ce processus se met en place progressivement, sauf que les délais sont longs. Pour instruire le dossier qui a une cinquantaine de critères, il faut plus d'1 an. Pour ensuite vérifier qu'il est complété au niveau des préfectures, il faut entre 3 et 6 mois. Et ensuite, ça passe à une commission qui, elle, met plus d'1 an sur statuer pour donner son avis. Autrement dit, le délai qui était prévu au 1er janvier 2014 pour 263 communes ne peut pas être tenu. Seules 13 ont eu cet avis. Il y a une trentaine de dossiers en attente. Donc, c'est un amendement de sagesse pour demander à ce que soient prolongés les délais d'instruction et donc de classement de ces communes sans qu'elles perdent le bénéfice actuel au 1er janvier 2018 au lieu du 1er janvier 2014. Merci, Monsieur Dufaux. Amendement identique, le 362, Monsieur Giraud.
Oui, merci Monsieur le Président. Pour compléter ce que vient de dire très bien mon collègue Dufaux, effectivement, les communes classées comme stations de tourisme jusqu'en 2009 sont au nombre de 537. Depuis le 3 mars 2009, c'est la date d'entrée en vigueur de la réforme qui est intervenue par la loi de 2006. 89 classements ont été prononcés, dont 57 seulement au titre de reclassement d'anciennes stations, ce qui veut dire que le taux de reclassement est de 10%. C'est effectivement le problème de procédure qui est en cause, puisqu'il y a une procédure double à la fois à l'échelon déconcentré et à la fois à l'échelon ministériel, qui, entre nous soit dit, est une usine à gaz parfaite avec plus de 40 critères. D'ailleurs, je souhaite qu'au-delà de l'adoption de cet amendement, on puisse arriver à mieux déconcentrer les choses pour éviter ce type d'engorgement administratif qui fait qu'il y a, in fine, des refus tacites systématiques et qu'on revient sur le même dossier et qu'on refait le dossier à n'en plus finir. Mais en tout état de cause, le report en 2018 est tout à fait nécessaire car ça aurait des conséquences dramatiques à la fois sur les problématiques de surclassement démographique, y compris sur le tableau d'ailleurs des emplois des collectivités concernées, mais également des problèmes financiers puisque un certain nombre de dotations sont liées à ce classement. Merci Monsieur Giraud. Donc sur ces deux amendements identiques, l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, je remercie notre collègue d'avoir précisé qu'un certain nombre d'éléments financiers sont liés à ce classement, ce qui explique pour les plus attentifs d'entre nous, enfin pour tout le monde donc, que ce ne soit pas un cavalier législatif. Je le dis pour sécuriser la chose. Deuxièmement, la Commission avait, dans un premier temps, considéré d'un mauvais œil cet amendement, mais les explications qui viennent d'être fournies, et après quelques échanges avec le ou les ministères concernés, conduisent, je pense que personne n'en sera surpris, le rapporteur général, au vu des explications, de se remettre à la sagesse de l'Assemblée pour que ce classement puisse être reporté compte tenu de l'engorgement. Je rappelle qu'il s'agit d'un classement au sens du Code du tourisme. Non, parce qu'il y a aussi un classement au sens du Code du travail. Les plus anciens d'entre nous s'en souviennent, puisque nous avions eu un long débat sur les communes touristiques à l'occasion de la question du travail dominical. Mais je ne voudrais pas rallonger les débats. Là, on est sur le Code du tourisme, mes chers collègues. Merci, Monsieur le rapporteur général. L'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Favorable. Favorable. Bien, je soumets donc au vote cet amendement qui a un avis de sagesse de la Commission et un avis favorable du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté. Nous en venons à l'amendement 701. Monsieur Alauzet. Merci, Monsieur le Président. Un amendement qui vise à élargir la taxe d'aménagement pour les parkings des surfaces commerciales à partir de 2015 à toutes les régions, alors qu'elle n'est prévue que pour la région Île-de-France à cette échéance de 2015. Bon, l'enjeu, on le connaît tous, une consommation d'espace et d'artificialisation telle que l'équivalent d'un département par an disparaît tous les 10 ans. Cette information est connue, est largement connue. Les conséquences, elles sont doubles. D'une part, c'est la perte de terres agricoles. Et puis, de l'autre côté, c'est des dispositions comme celle dont on a discuté tout à l'heure sur des taxes foncières, parce qu'on veut récupérer du terrain pour construire. Pourquoi on veut récupérer du terrain pour construire? C'est parce qu'on n'a pas su bien utiliser le terrain existant. Donc le but, c'est de mieux utiliser le terrain existant en faisant de la construction plus verticale, alors qu'aujourd'hui, au niveau des zones commerciales, elle est horizontale. Il suffit de traverser les frontières pour s'apercevoir qu'il en va différemment chez nos voisins, où il n'est pas rare de voir 2 ou 3 niveaux, y compris avec des surfaces commerciales, des parkings qui sont au-dessus ou en dessous, par exemple. Voilà. Donc il faut construire plus vertical et cette taxe d'aménagement peut y contribuer, et pas seulement en région Île-de-France. Il n'y a pas de singularité si énorme qu'on doive le faire qu'en Île-de-France. Merci, Monsieur Alauzet. L'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. C'est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Vous parlez d'élargissement, mon cher collègue. Oui, vous avez en fait 2 élargissements dans votre amendement. Vous avez un élargissement horizontal, puisque vous proposez de ne plus viser que l'Île-de-France, qui est actuellement visée, mais l'ensemble des régions. Puis vous avez un élargissement vertical, vers le haut, puisque non seulement vous élargissez horizontalement pour inciter à faire des parkings verticaux, mais vous élargissez verticalement le montant de la taxe, puisque vous proposez de la passer de 2 000 à 5 000 euros,
qui est un élargissement conséquent. Donc aussi bien sur l'aspect horizontal, l'Île-de-France, je l'assume, je l'ai dit tout à l'heure, me présentant effectivement des caractéristiques particulières justifiant d'une incitation verticale des parkings, que sur l'aspect verticalité au sens financier, ça me semble aller beaucoup trop haut. Donc voilà, vraiment, je suis très défavorable à cet amendement dans le contexte actuel, même si on peut bien sûr comprendre les intentions. Défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le député, la réforme de la taxe d'aménagement a été réalisée, comme vous le savez, à fiscalité constante. Toutefois, pour sécuriser les recettes, les valeurs forfaitaires d'assiette ont été augmentées de 10%. S'agissant de l'extension à toutes les régions de la taxe de 1%, le gouvernement n'y est pas favorable. En effet, cette taxe a été mise en place pour remplacer la taxe complémentaire à la TLE en région Île-de-France, afin de contribuer au financement des infrastructures spécifiques, notamment en matière de transport en région Île-de-France. Il n'y a donc pas eu d'augmentation de la pression fiscale en région Île-de-France lors de la mise en place de cette taxe régionale. Tel ne serait pas le cas si, dans les autres régions de France, on instituait une part régionale à la taxe d'aménagement sans avoir démontré les nécessités pour les régions pour assurer le financement d'équipements collectifs, principalement pour les infrastructures de transport, de l'utilité de cette taxe. Dans ces conditions, je ne peux pas être favorable à cet amendement. Monsieur Lozé. Oui, bon, on voit bien comment la question de la fiscalité, et je le comprends, empêche beaucoup d'évolutions. Alors, si vraiment on ne peut rien faire avec la fiscalité, il faudra vraiment trouver d'autres moyens, mais j'aimerais bien que chacun admette que cette question est vraiment cruciale de la consommation de l'espace et qu'on trouve les dispositions réglementaires si nécessaire pour que maintenant on construise de façon verticale, parce que la question de la consommation de matériel agricole, et vous voyez des excès auxquels on est conduit parfois, le débat qu'on a eu tout à l'heure sur la taxe foncière sur le bâti, voilà à quoi on en arrive. On en arrive à des excès par ailleurs, parce qu'on n'a pas réussi à réguler les choses sérieusement et de façon raisonnable par d'autres dispositifs. Je soumets donc au vote cet amendement 701. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il n'est pas